Bonjour à tous, bienvenue dans Le Racontage, l'émission où de sinistres inconnus vous racontent mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut Clara. Bonjour David et bienvenue au Trublion littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu, et à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast pour s'endormir. Alors aujourd'hui, épisode spécial sur une idée de Clara. On a voulu un petit peu profiter de cette spooky season pour parler non pas d'un texte comme on fait d'habitude, mais bien de plusieurs. Donc aujourd'hui, on va parler non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, mais bien de 4 courts textes, donc des nouvelles courtes ou des extraits, qui convoquent la peur. L'idée était de traiter de la peur sous un angle vraiment différent de celui qu'on avait pris lors du précédent épisode, qui était sur La Maison hantée de Shirley Jackson. On espère que vous l'avez écouté. Donc les nominés de ce soir sont Edgar Allan Poe et son texte « Ombre », Dino Buzzati avec son texte « Il était arrivé quelque chose », Dante Alighieri et un extrait de son Enfer, et enfin Howard Phillips Lovecraft et son texte « Dagon ». Générique. Comme je disais en intro, l'horreur que nous avions abordée dans le précédent épisode était une horreur vraiment lente, langoureuse. On s'est dit, et si on allait voir un peu de l'autre côté du spectre ? Parce qu'en fait, si c'est, entre guillemets, là je parle vraiment avec des énormes guillemets, facile de créer un climat d'angoisse quand on est dans un format long, parce qu'on peut vraiment poser les choses et tout, qu'en est-il quand on y va à l'économie ? Pour ouvrir le bal de cet épisode, j'aimerais juste faire un micro-racontage d'un texte qui, pour moi, est important. C'est une nouvelle de Richard Matheson, qui est un génie américain de la nouvelle fantastique, et il y a un texte qui s'appelle Lemmings, et qui est peut-être la nouvelle d'horreur la plus courte que je connaisse, elle dure 1 page. Et en fait, alors dans l'imaginaire, le lemming est un animal, un petit rongeur norvégien qui fait des migrations, et on l'a souvent retrouvé noyé dans des lacs, tout ça, et il y a un imaginaire collectif qui s'est créé, où on le comparait à un animal qui faisait des suicides de masse. Voilà. Bon, la nouvelle s'appelle Lemming, et en fait c'est juste 2 flics dans une voiture qui parlent, ils bloquent une route, et ils disent mais que font les gens ? Et en fait, dehors, les gens marchent et vont dans un lac. Donc on sait pas ce qu'ils font, on pense qu'ils se noient tous dans un lac. Et les flics se posent les questions en mode mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils vont là ? Tout ça. Et puis à la fin de la nouvelle, il n'y a plus personne dans la rue, les 2 flics se disent bah ça y est, tout le monde est dans le lac. Et puis l'autre flic lui dit bah ouais, allez, c'est à notre tour. Ils se serrent la main, ils se disent au revoir, et ils vont se noyer dans le lac. Fin de l'histoire. Alors moi je trouve que cette histoire masterclass, parce qu'elle est d'une concision absolument folle, et je trouve que cette concision est ce pourquoi elle est bien. Tu vois, il y a la forme joue sur le fond. Dans un texte court, chaque mot a du sens, chaque mot est pesé. Donc la question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'était comment peut-on faire peur en peu de pages ou en peu de mots ? Le ratio racontage, blablatage, je pense qu'il va être complètement pété, parce que du coup c'est des nouvelles qui se racontent très vite, mais sur lesquelles on va peut-être passer plus de temps à vraiment interpréter la forme comme le fond, et que le public se rassure, le prochain épisode du racontage sera un racontage plus classique, dont le livre a déjà été choisi. Voilà. Alors, le premier texte dont on va parler est « Ombre » de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est 40 années de vie mouvementée, des beuveries légendaires, des bagarres avec les autres figures littéraires, et une plume à faire trembler les anges. Monument littéraire traduit par Baudelaire, c'est aussi l'une des pierres de voûte de la Renaissance littéraire américaine du XIXe siècle. Quintessence de son art, la nouvelle Ombre de son titre original Shadow, a Parable, fait référence au psaume 23, verset 4, qui commence cette terrible et brève histoire. On n'a pas vraiment trop réfléchi à l'ordre des nouvelles de cet épisode, enfin disons que l'ordre est un petit peu anarchique, mais quand même je trouvais important de commencer avec celle-ci, parce que en tant qu'œuvre courte d'horreur, Ombre, c'est la quintessence de ce qui peut être fait en texte court. Vraiment, elle est extrêmement courte, parce que Edgar Allan Poe a écrit des nouvelles vraiment de tailles différentes les unes des autres, mais globalement, elles sont quand même un peu plus longues que ça, souvent. Elle fait vraiment partie de ces plus courtes, parce qu'elle dure littéralement 3 pages. Il y a dedans une espèce de précision presque de poète. C'est presque un grand poème en prose. Je pense que c'est ce qui plaisait à Baudelaire aussi quand il s'est mis à traduire Poe, c'est que c'est, en plus d'être des histoires fantastiques, des histoires d'horreur, c'est presque des poèmes, tellement le choix des mots est précis, tellement les références sont précises, tout ça. Donc on va commencer le racontage de Ombre, à toi l'honneur. Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants, mais moi qui écris, je serai depuis longtemps parti pour la région des ombres. Ainsi débute le récit.
Le personnage est homodiégétique, c'est-à-dire que la narration va se faire, vous le verrez, à la première personne du singulier. Il affirme que de nombreuses choses étranges adviendront et que nombre de secrets terribles seront révélés. Ce récit, nous le lisons comme il le pense, des siècles après les événements. Il a conscience du temps qui s'écoulera, en précisant qu'il sait aussi que celles qui le liront douteront de la véracité de ses notes, refuseront d'y croire, mais que peut-être il s'en trouvera qui capteront dans cette narration inouïe matière à réflexion. Là, il y a un vrai talent particulier de l'accroche, comme on appellera dans le cinéma plus tard le foreshadowing, ce truc du vous qui me lisez, je serai mort. Ce côté témoignage, tu vois, vraiment on est tout de suite absorbé par l'histoire sur ce côté témoignage. Ce qu'on va lire est le dernier écrit ou le dernier gravage d'une personne qui est morte à ce moment-là. Donc on est devant ce témoignage très ancien, écrit sur une tablette. Le narrateur nous raconte que l'année dans laquelle il se trouve est un véritable cauchemar, une cause, j'ouvre les guillemets, les ailes noires de la peste s'étaient largement déployées. Alors le narrateur se présente, il s'appelle le grec Oinos, et selon ses croyances païennes astronomiques, les planètes jouent un rôle dans la malédiction dans laquelle il se trouve. Il suggère que l'influence des cieux a non seulement affecté la Terre, tout autant que les âmes, ainsi que les pensées et les émotions de l'humanité. Dans la sombre cité de Ptolémaïs, qui est soit une ville en Grèce, soit une colonie grecque, se trouvent 7 personnes dans l'une des antichambres du palais. Parmi elles se trouve donc notre narrateur. Il faut savoir que oinos signifie vin en grec. Donc les 7 sont assis dans cette chambre dont les murs sont drapés de tentures noires. Ils boivent le vin pourpre de Chios, qui est dans le monde de la viticulture grecque du vin renommé. Et dans cette chambre ne percent pas les rayons mélancoliques de la lune, ils ne voient pas non plus les rues dépeuplées de la ville. Règne dans le lieu le souvenir accablant des derniers événements, le carnage du fléau et une sourde angoisse que tous ressentent. Un poids mortel pèse sur les âmes et sur leurs membres engourdis. Toutes les choses matérielles et spirituelles sentent le joug de cet indicible malaise qui circule entre eux et croît. Là, je trouve que ces 7 personnages un peu enfermés dans une pièce, il y a un truc, une idée un peu du confinement de certaines classes sociales et surtout des hautes classes sociales pour se protéger d'un fléau qu'on retrouve dans d'autres récits. Moi, ça m'a fait penser à un autre récit de Poe qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge, dont on va pas forcément spoiler, mais il y a un peu pareil, c'est le même contexte, la même maladie. D'ailleurs, il y a la peste autour et il y a des gens qui se retrouvent dans un lieu pour faire une orgie et s'enfermer, se protéger de la peste. Malheureusement, peut-être pas. Mais là, j'ai retrouvé un peu ça, tu vois, ces personnes, dans ce contexte, qui sont enfermées, et dehors, c'est le chaos, c'est la fin du monde, en fait. La peste, on comprend, a fait des ravages de dingue, et ces personnages sont donc dans cette pièce. Donc, comme tu dis, un poids mortel les accable. Une seule chose vivante dans la description du lieu, ce sont les flammes, avec d'ailleurs toute l'imagerie qu'elles renvoient. Et le narrateur, d'un coup, divulgue 2 choses. Tout le monde rit, chante. Je trouve que là, c'est un fait un peu inattendu vis-à-vis de ce qu'on imaginait initialement. Ça m'avait étonné. Au départ, je pensais qu'il y avait vraiment un silence un peu mortifère, et pas tant. Deuxième révélation, eh bien, il y a un 8e personnage dans la pièce. Ils se poussent à rire, ils sont pressés par l'ivresse, et la couleur du vin leur rappelle la pourpre du sang qui fut répandue. Et donc dans cette chambre à l'unique entrée, comme tu le disais, se trouve un 8e compagnon, mort celui-là et étalé de tout son long, minablement recouvert. La mort n'a pas pu enlever de sa jeune face les traces funestes de la peste qui l'a rongé. Et Oinos sent l'amertume de ce regard mort posé sur lui. Il tente pourtant d'en faire fi. Pourtant, progressivement, les chants s'évanouissent, les sons graves s'éteignent, mais là où meurt la chanson, naît une ombre immobile. Et ce n'est pourtant l'ombre d'aucun homme, ni d'aucun dieu, et pourtant elle naît sous les pieds du jeune pestiféré Zoilus. Les 7 autres la voient grandir, et terrifiés, n'osent pas la fixer. Dans la chambre pesante, dans le silence pesant, Oinos s'égare à prononcer quelques mots à cette ombre. Il lui demande sa demeure et son nom. De celle qui n'a la forme d'aucun être connu s'élève une voix. « Je suis ombre, et ma demeure est là à côté des catacombes de Ptolémaïs, et tout près de ces sombres plaines infernales qui enserrent l'impur canal de Charon. » Saisis d'effroi, les 7 se redressent, car ils reconnaissent dans la voix qui vient de nulle part les échos des voix d'une multitude d'êtres, imitant le timbre de 1000 amis perdus. Donc dans l'idée, c'est la mort ou la peste qui vient emporter tous les personnages de la pièce. Enfin, c'est comme ça que l'interprétation peut se faire de manière plus facile. L'histoire se termine sur cette ombre qui entre dans la pièce. Cette apparition finale, elle est
folle. Moi, ce que je trouve génial dans cette nouvelle, c'est le reveal de la 8e personne, du mort dans la pièce. Ça, on s'y attend vraiment pas, parce qu'au début, on rappelle, on sait qu'il y a un contexte de peste, on sait que ces 7 personnages sont enfermés dans une pièce, dans un palais, mais rien ne nous laisse présager dès le départ qu'en fait, il y avait également un mort avec eux dans la pièce. Et je trouve que là, c'est en ça, encore une fois, qu'un texte court marche, c'est que là, c'est incisif. Genre qu'en fait, le reveal du cadavre, il est super inattendu, et il n'y a pas 1000 explications après qui peut nous faire comprendre ce pourquoi il est là, machin. Je trouve que d'ailleurs, on sait pas trop, en fait. C'est assez étonnant. Vient-il de mourir ? Est-ce que les personnes qui sont dans la pièce savent que c'est la peste et attendent la mort ? Enfin, je présume qu'ils savent. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'interprétations à avoir et c'est super étonnant quand même. Il y a un vrai savoir-faire, je trouve, dans le déroulement des péripéties, en fait. Sur un texte court comme ça, il y a une sorte de d'effeuillage des infos. Tu vois, genre le contexte, puis plus proche encore, on zoome encore, et puis après on a un dernier zoom sur ce corps qui est dévoilé ultra tardivement et qui va, malgré lui, amener la mort dans la pièce. Comme tu le disais, on est vraiment sur un cours très bref, et pourtant il y a un tel poids qui s'en dégage que c'en est étourdissant. En peu de mots, il réussit à dépeindre une horreur insaisissable, et il le fait de manière assez simple, puisqu'il convoque des allégories. Je dis de manière assez simple, mais attention, Poe a une connaissance intime du verbe. On le sent aux emplois adjectivaux qui donnent au récit toute sa texture. Mais ce qu'il fait, c'est que dès le début, il invoque un psaume, et pas n'importe lequel, puisque dans le psaume 23, Dieu est comparé au berger qui nous guide vers les eaux paisibles, et qui nous entraîne sur les chemins de la justice. Et Poe fait quelque chose de très intéressant. Il prend le verset où l'humanité se trouve dans la vallée de la mort, donc symbole ultime de terreur, dont pourtant on ne craint rien puisqu'il y a la présence du bon berger, et soudain il ne cite pas la fin. Concrètement, il prend un verset qui nous dit que où que nous soyons, l'amour de Dieu est sur nous, que le Seigneur est toujours à nos côtés, même dans les endroits les plus terribles, et il ne finit pas la citation. Donc l'être se retrouve seul sans Dieu, et il crée ce qu'on appelle les enfers, c'est-à-dire un lieu où est absent Dieu. Dès lors que Dieu déserte les hommes, alors l'Apocalypse approche. Sauf que l'humanité est privée de salut. Il fait ça avec une petite citation et ça jette sur le reste le malaise que ressent Oinos. Ensuite, il nous fait un memento mori, quoique discret. Je suis vivant, mais tu me liras lorsque je serai redevenu poussière. Et c'est une manière discrète, mais très efficace de nous rappeler notre mortalité. Et c'est ensuite l'avalanche des symboles plus ou moins ésotériques, évidemment, parce qu'ils impliquent une part de mystère, et on sait que l'épouvante naît de ces parts de nuit. Pour le côté ésotérique, nous avons évidemment les secrets, et cette observation astronomique sur le mouvement des astres, qui est intimement mêlée à une connaissance kabbalistique et leur signification. Fléau, peste, signe, nous sommes dans l'Apocalypse, d'autant que lorsqu'il dit que des secrets seront révélés, c'est un clin d'œil à la signification d'Apocalypse, puisqu'en grec, Apocalypse veut dire révélation. Si on poursuit dans cette veine chrétienne, et je suis sûre que c'est une des pierres angulaires de la nouvelle, le personnage est grec. Il sait ce que signifie Apocalypse, de plus il s'appelle Oinos. Donc le vin, est-ce une métaphore eucharistique ? Je pense que oui, parce que plus loin il compare lui-même la pourpre du vin à celle du sang. Pareil pour la porte qui est en airain. Donc l'airain, c'est un alliage métallurgique de bronze et de laiton. Il faut savoir que dans la Grèce antique, les remparts de la prison des Tartres est fait de cet alliage. Des Tartares est fait de cet alliage. Le Tartare, c'est quoi ? C'est un lieu des enfers où les criminels sont punis pour l'éternité. Il y a donc évidemment le langage et le champ lexical de la mort, donc peste, fléau, sang, mort. À noter que la peste est un nom propre et non pas un nom commun, puisqu'il y a une majuscule au mot peste. Donc okay. Est-ce la peste ou est-ce le cavalier de la peste ? Donc c'est un lieu de non-vie. Les flammes qui devraient être chaudes n'apportent aucune chaleur, puisqu'elles jettent une lueur malingre et pâle. Oui, c'est vrai. Et on va faire un peu de numérologie, parce que le chiffre 7 est trop cité pour ne pas être important. Donc pareil, si on a une approche biblique du récit, le chiffre 7 nous saute aux yeux. C'est le chiffre chrétien par excellence, c'est le chiffre de Dieu. Il représente la perfection et la complétude. Mais si il a cette symbolique spirituelle d'élévation, il symbolise aussi la perfection dans le mal. Si un esprit immonde sort d'un homme, il peut revenir avec 7 autres esprits plus mauvais. Et si on en croit l'évangile de Luc chapitre 11, verset 26, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sauf que, dans la pièce, ils ne sont pas 7, ils sont 8,
Donc ce sont les 7 restants qui conservent cet esprit du mal. Mais en plus, dans la numérologie chrétienne, le 8, c'est le signe de la résurrection. Donc s'ils avaient été 8, s'ils avaient été une sorte de complétude, peut-être aurait-on eu l'idée de la résurrection du Christ ou d'un salut possible, sauf que ce 8e, qui représente la rédemption, donc la rédemption humaine, est mort. Et ouais. Méga intéressant comme angle d'analyse. Déjà, la citation de départ, moi j'y avais pas fait attention. Et en revoyant, c'est vrai que Poe n'utilise pas toujours des citations avant ses nouvelles. Donc là, pareil, comme tu as très bien fait de l'analyser, ça a du sens. C'est pas là pour rien, quoi, vraiment. Et j'adore l'analyse que tu as fait de la porte et tout, parce que moi, j'ai pas compris pourquoi il décrivait la porte. Dans mes notes, j'ai écrit PK la porte. Parce qu'il y a un moment, il décrit que la porte, elle est comme ça et tout. Et je me suis dit, mais attends, mais la nouvelle, elle dure 2 pages. Pourquoi tu prends le temps de décrire ça ? Ça a du sens. C'est trop fort. Non, franchement, là, c'est trop bien trouvé, parce que ça, j'avais vraiment pas capté, et je trouve ça très fort. Donc ouais, la nouvelle, elle a une précision vraiment assez folle, et en même temps, elle a quelque chose de très poétique. Moi, je l'ai vraiment vu comme un espèce de poème macabre. Enfin, c'est presque ou même presque un chant. C'est vraiment virtuose, quoi. Passons au deuxième texte. Pour le deuxième texte de cet épisode, je voulais qu'on parle d'une très courte nouvelle de Dino Buzzati qui s'appelle « Il était arrivé quelque chose ». C'est une nouvelle de 1958 et Dino Buzzati, c'est un auteur italien qui est né en 1906 et qui est mort en 1972. Au départ, il était poète, puis il est devenu romancier un peu sur le tard, et c'est surtout l'auteur du Désert des Tartares. Il a été mondialement connu grâce à ce livre, qui est, je le rappelle, la V1 du Rivage des Sirtes de Julien Gracq, c'est la V1. Bon, il a écrit plein de nouvelles très très courtes et c'est assez fascinant, et un de ses recueils que j'adore s'appelle « L'écroulement de la Baliverna ». Voilà, et cette nouvelle fait partie de ce recueil. La nouvelle commence, en fait, on a un narrateur à bord d'un train, encore loin de son terminus. Le train, il avance, et à un passage à niveau, en regardant par la fenêtre, il voit une femme appuyée contre une barrière qui ne regarde pas le train. Elle regarde quelqu'un qui lui parle, et la personne qui arrive vers cette femme est en train de hurler. Le train passe, et le narrateur qui est dans le train n'a pas trop compris cette interaction, mais il est en mode « ok, d'accord ». Plus tard, il passe devant des champs, et il voit des paysans qui courent dans le champ. Donc il est en mode, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une agitation comme ça ? Il constate une forme de petite agitation dehors. Mais il est encore somnolent dans le train, donc il n'est pas en train de phaser et tout ça. Et ça se passe très vite, parce que le train avance. Mais le narrateur, petit à petit, commence à être un peu... à se questionner sur ce qui l'entoure. Je cite. « Peut-être mon état d'esprit en était-il la cause, mais il me sembla, plus j'observais les gens, les paysans, les chanons, etc., qu'une animation inhabituelle les tenait tous. En gros... Et si les gens étaient au courant d'un événement que les passagers du train ne savaient pas ? Alors, le narrateur, il observe les autres passagers du wagon, ils semblent tous tranquilles, mais en y regardant de plus près, ils sont en fait comme le narrateur. Je cite, « Je pus les surprendre plus d'une fois, tournant brusquement les yeux, regarder avec crainte le paysage. » Donc là, je trouve ça assez réaliste, il y a une forme de peur latente en société, mais qui se montre pas trop. Les gens restent tous un peu poker face dans le wagon, mais il y a une petite agitation qui commence à avoir lieu. À Naples, contre son habitude, le train ne s'arrête pas à la gare, il trace. Le narrateur entrevoit les maisons, il voit les fenêtres, il voit des gens faire leurs valises par les fenêtres. Le narrateur est de plus en plus troublé, mais il se rassure d'une chose, il se dit, s'il y avait un truc grave, le train se serait arrêté, ou alors j'aurais raconté ce qui se passe, quoi. Donc il se rattache à une forme de rationnel. Et puis plus le train avance, plus il voit des gens dehors, il y a une foule qui s'amasse, de plus en plus compacte, et marchant dans le sens opposé du train. Très étrange, et tout le monde dans le train semble feindre l'indifférence. Masque social encore plus fort que la peur, tout ça. Les gares sont pleines, le train ne s'arrête jamais, les gens sont un peu paniqués, ils voient des gens qui font des signes aux passagers du train, qui hurlent des trucs. Face au narrateur, la passagère est terrifiée. Là, le narrateur commence à le voir. Mais elle ne dit rien. Je cite. « Si vous pouviez parler, pense le narrateur. Posez ces questions que nous attendons tous comme une délivrance. » Là, j'aime bien parce que l'attente est une thématique clé chez Buzzati. Tu vois, dans le Désert des Tartares, c'était vraiment l'attente, vraiment le moteur principal de l'œuvre. Ça fait forcément écho à l'attente de la mort, mais alors qu'on est parfois inquiet dans ces textes de savoir ce qui va nous arriver dessus, et bien là c'est encore pire, c'est que le train nous conduit inexorablement à quelque chose. Donc l'attente, elle n'est même pas statique, elle est en mouvement.
À une nouvelle gare, le train semble s'arrêter, les passagers se lèvent, mais en fait, non, il redémarre le train, voilà. Mais à ce moment-là, il y a un petit qui passe avec un journal à la fenêtre, comme ça. Il y a des gros titres dessus, on n'a pas le temps de voir, et la femme qui est face au narrateur se lève, ouvre la fenêtre, prend un journal, mais avec le vent, le papier se déchire. Et il reste juste les 4 lettres de fin de la une, c'est Ione, I-O-N-E. Donc là j'aime bien, les traducteurs ils se sont même pas pris la peine de traduire ça, parce qu'en même temps c'est impossible à traduire, mais je pense qu'en italien on peut imaginer attenzione ou un truc comme ça. Bon, en tout cas on sait pas. Et là je trouve que c'est cool, parce que c'est une autre clé de Buzzati, c'est inexorablement lié à l'attente, et ben c'est la frustration. On avait déjà parlé de textes qui jouent avec la frustration, par exemple avec Paul Auster, où vraiment il faisait exprès de pas aller là où on voulait qu'il aille. Là c'est le cas. Et du coup personne ne comprend rien dans le wagon, mais le train nous y amène inexorablement. Je cite, « Et par décence, à cause d'une misérable dignité humaine, aucun de nous n'avait le courage de réagir. Les trains, ceux qui peuvent ressembler à la vie. » Donc là c'est fort parce que je trouve que en fait, la nouvelle est construite autour d'un oxymore, un immobilisme qui porte. Tout le monde est immobile, personne ne fait rien, physiquement, socialement, même verbalement, personne ne fait rien, et pourtant ils sont tous amenés vers quelque chose apparemment dangereux. Et la nouvelle se termine comme ça, le train arrive à la gare, et celle-ci est vide. Le narrateur semble voir au loin un employé fuir par une porte, et puis il y a une voix de femme qui retentit, et elle hurle « Au secours, au secours !» Et, dernière phrase, le cri se répercuta sous la voûte vitrée, avec cette sonorité vide des lieux à jamais abandonnés. Et la nouvelle s'arrête sur ça, de manière extrêmement frustrante, et je la trouve quand même ultra virtuose, cette nouvelle. Déjà, il y a un vrai jusqu'au-boutisme de la frustration. C'est souvent ça à Buzzati, mais là je trouve que celle-ci... En fait, c'est la première nouvelle que j'avais lue de cet auteur, et je trouve que c'est une des meilleures pour commencer, parce que c'est comme ça que ça marche, Buzzati. Il y a une attente, et à la fin on arrive sur quelque chose de cauchemardesque, mais dont on ne connaît jamais vraiment les atours. Ce qui est très fort aussi dans cette nouvelle, j'ai trouvé qu'il y avait un procédé narratif additif. Donc on ajoute constamment, il y a un élément, tu vois, ça commence... la femme dehors, ensuite il y a les paysans, ensuite il y a ça, les gares, les fenêtres, ensuite il y a le petit journal. Enfin, il y a un procédé d'addition, mais qui mène à quelque chose de complètement inconnu du lecteur. Et ça, c'est une vraie logique de cauchemar. Je trouve que c'est assez balèze. D'ailleurs, le train, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la notion de cauchemar. C'est un transport cauchemardesque facile en littérature ou même en art, tu vois, il va inexorablement à l'endroit où on veut pas qu'il aille. Et j'ai trouvé justement que là, le texte était court, parce que la durée était assez optimale, parce qu'elle est courte, cette nouvelle, elle est très courte, mais elle a un ressenti long. Tu sais, c'est vraiment très long, parce qu'il se passe rien finalement, si ce n'est l'addition d'événements. Elle est super visuelle, cette ouais, c'est très visuel. C'est très bande dessinée, quoi. Genre film ou court-métrage. Ouais. Il y a un truc très très visuel. Et c'est souvent comme ça chez Buzzati. Genre, il y a ce côté, un contexte très simple. Oui. Le train, là, ou le désert des Tartares, le fort, j'attends les trucs. Sûr. Tu vois, toujours un truc très simple. Le cas, pareil, le pêcheur. Bon, et toujours, c'est très fort. Donc, c'est toujours entre l'horreur et le fantastique. C'est pas toujours cauchemardesque ou terrifiant, Buzzati, tu vois. Mais il y a quand même toujours cette petite logique de cauchemar que je trouve très cool. Et là, c'est très léger, mais c'est très cool. Mais c'est trop cool la manière dont il traite l'horreur aussi, parce que t'as un procédé un peu globalisant. Au début, c'est une femme, quelques paysans, puis t'arrives dans une ville, puis c'est le journal, du coup, un peu d'expansion, tu vois, un peu plus large, et d'un coup, tu te retrouves sur un truc individuel, avec un appel qui sonne dans le vide. Enfin, j'ai trouvé ça trop chouette. Ouais, le fait que tu partes vraiment dans le large pour revenir à une situation un peu humaine, brutale. Oui, c'est ça, c'est trop juste, cool. Ça se termine sur une voix qui hurle au secours, et on saura jamais ce que c'est. Bon, peut-être est-ce juste la gare Saint-Charles quand il y a une grève des boueurs. C'est comme ça que je réagis, personnellement. C'est peut-être juste ça, hein. Mais voilà. Donc voilà, il était arrivé quelque chose de Dino Buzzati. Bon, maintenant on va faire un grand écart temporel, parce que là on était en pur 20e avec Monsieur Buzzati. Rendez-vous en enfer pour le 3e texte de cet épisode. On
on va rester en Italie, mais là on va aller en Italie médiévale, donc plus précisément au XIVe siècle, pour rencontrer il poète. Je vais me pencher sur l'un des chants de Dante qui compose l'enfer. Pour donner un peu de contexte, le poète compose la Divine Comédie vraisemblablement entre 1303 et 1321. C'est un long poème divisé en 3 cantiques, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Chacun d'eux se compose de 33 chants, exception faite de l'enfer qui a un chant préliminaire en plus. La forme du poème, c'est une aspiration à la divinité. 33 chants ont référence aux 33 années de vie du Christ, 3 parties en référence à la Trinité et à l'organisation céleste vue par les catholiques, puisque les orthodoxes et les protestants réfutent l'existence du purgatoire. Et ajouté aux 3 fois 33 chants, qui font 99, le chant préliminaire se rapporte à l'unité spirituelle. Donc voilà, là on est vraiment dans une numérologie chrétienne, voilà, un peu synthétique. Au début des temps, Lucifer se rebelle contre Dieu et celui-ci le précipite dans le vide jusqu'à la terre. Au lieu de s'écraser, la terre se rétracte afin de ne pas entrer en contact avec l'ange déchu. Sa chute crée un trou conique dans lequel Satan se réfugie. Ce trou, qui est alors à l'endroit le plus éloigné du paradis, devient l'enfer, composé de 9 cercles où sont châtiés les damnés pour l'éternité. Le chant qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 18e. Dante, accompagné de Virgile, qui sont dans le bas enfer depuis déjà le chant 10, traverse le 8e des 9 cercles où se trouvent les trompeurs. Il y découvre 2 fosses. La première abrite les séducteurs qui défilent nus sous les coups de fouet répétés des démons. Quant à la deuxième, elle accueille les flatteurs et les adulateurs. Ce 8e siècle... je la refais, je m'en fous. Ce sera coupé au montage. Ce 8e siècle... Mais merde. Ça ne sera pas coupé au montage. Ce 8e cercle est connu sous le nom de Malebolge, les poches maléfiques. Dante décrit la relation entre la structure du cercle et son nom. Le cercle est bordé d'un mur qui le longe à l'extrémité et comporte une grande fosse circulaire en son centre. 10 crêtes régulièrement espacées s'étendent entre le mur et la fosse. Ces crêtes créent 10 fosses distinctes, ou poches, dans lesquelles les auteurs des différentes formes de fraude ordinaire reçoivent leur châtiment. Virgile conduit Dante vers le côté gauche du cercle, où il tombe sur la première poche. Ici, Virgile et Dante voient un groupe d'âmes courir constamment d'un côté à l'autre de la poche. Sur les 2 crêtes qui la contiennent, des démons armés de grands fouets fouettent les âmes dès qu'elles arrivent à leur portée, les forçant à retourner sur la crête opposée. Dante y reconnaît un Italien à qui il parle. L'âme informe Dante qu'il a vécu à Bologne et qu'il réside maintenant ici parce qu'il a vendu sa sœur à un noble. Ce cratère est destiné aux proxénètes et aux séducteurs, ceux qui trompent les femmes pour leur propre avantage. En continuant, Virgile et Dante voient également le célèbre Jason de la mythologie, qui a abandonné Médée après qu'elle l'a aidé à trouver la toison d'or. Alors que Virgile et Dante franchissent la crête qui mène à la 2e poche, une horrible puanteur les assaille. Ils entendent des cris plaintifs. Dante aperçoit un fossé rempli d'excréments humains, dans lequel de nombreux pécheurs ont été plongés. D'une de ces âmes, il apprend que cette poche contient les flatteurs. Au bout de quelques secondes, Virgile dit qu'ils en ont assez vu de ces spectacles immondes. Il progresse vers la 3e poche. L'enfer est une œuvre de fiction rare dans la mesure où elle n'est pas principalement motivée par des personnages. Dans la mesure où Virgile et Dante apparaissent comme des êtres humains pleinement accomplis, ils ne constituent pas des figures particulièrement complexes. Virgile incarne généralement les traits de rationalité et de scrupule, et Dante ceux de sympathie et d'incertitude. Leurs motivations respectives tout au long de l'histoire restent simples, voire unidimensionnelles. Virgile agit selon le devoir que Dieu lui a confié de quitter Dante à travers l'enfer et de lui offrir une clarté morale. Dante agit généralement uniquement en réponse aux stimuli du monde présent ou par désir de traverser l'enfer en toute sécurité. Ce qui motive l'enfer, c'est sa géographie progressive et son symbolisme moral. L'action du poème n'est non pas des traits et des motivations de Virgile et de Dante, mais de leur progression continue à travers les différentes régions de l'enfer.
Le personnage de Dante peut évoluer quelque peu au cours de l'enfer, mais seulement dans la mesure où il apprend à détester le péché et à ne pas plaindre ses châtiments, qui font partie de la justice divine. La structure de cette évolution simple est généralement parallèle au récit linéaire et à la structure géographique de l'histoire. Plus Dante s'enfonce dans l'enfer, plus les péchés et les châtiments s'aggravent. En conséquence, il devient moins susceptible d'avoir pitié des âmes souffrantes et plus susceptible de les répudier, comme dans le cas des simoniaques au chant 19. Ce changement de comportement de Dante sert moins à éclairer Dante en tant que personnage qu'à faire des déclarations morales. Il utilise un style familier dans l'enfer, s'appuyant également sur l'humour sale pour se moquer de l'enfer et sur des descriptions vivantes pour rendre clairement ses terreurs. Ce texte est écrit en italien, la langue du peuple, et conserve un style facile à comprendre. En entrant en enfer, il décrit avoir entendu un vacarme frémissant de langues étranges et diverses, de mots et d'accents douloureux, agrémentés de rage, de voix stridentes et dures. Des mots tels que strident, dur et vacarme font appel au sens et transmettent un véritable inconfort physique et la terreur d'habiter des espaces infernaux, tandis que la phrase plus longue ajoute de l'emphase et de la grandeur. Le ton de Dante dans l'enfer commence par être sympathique, mais se termine sur un ton beaucoup plus sévère pour souligner la gravité des méfaits et l'importance de la justice. Au début, il décrit les personnes qu'il rencontre avec sympathie. Par exemple, malgré le fait que Francesca soit justement condamnée pour avoir trompé son mari, il décrit sa liaison avec Paolo comme une relation douce et tendre qui a malheureusement conduit le couple en enfer. Le ton doux de la description de Dante indique qu'il considère, peut-être à tort, Francesca comme innocente et qu'il n'a pas encore appris l'importance de maîtriser ses désirs afin d'éviter le péché. À mesure qu'il descend dans les enfers, son ton envers les pécheurs devient beaucoup plus dur. Il voit plus clairement le mal qu'ils ont fait. Attaqué par Filippo Argenti, Dante décrit l'esprit en colère comme maudit et dit à Virgile qu'il aimerait voir Argenti plongé dans le Styx. Un désir que Virgile salue car il montre l'appréciation croissante de Dante pour la justice. En effet, le choix véhément des mots de Dante indique un changement de ton vers la critique des injustices et des erreurs réelles. Et dans le reste de l'enfer, le ton de Dante équilibre l'éloge des actes nobles avec la censure des méfaits et du coup de l'injustice, aussi sympathique que puisse paraître le pécheur. Je vais pas faire une histoire de l'écriture de la peur, mais comme nous avons deux nouvelles qui se répondent, en l'occurrence Ombre et Chant 18, on peut se permettre d'y faire un petit parallèle. Dans les deux textes se mélangent adroitement terreur et symbolique chrétienne, sauf que les dynamiques sont très différentes. Dante utilise l'horreur à des fins moralisatrices. Il étend son discours au peuple afin de dépeindre de manière très visuelle les tourments qui attendent les pécheurs. C'est la raison pour laquelle il a recours au champ lexical de la damnation, d'autant que le christianisme, à ce moment-là, est omniprésent dans les esprits. Chez Poe, au contraire, la symbolique chrétienne du mystère et de l'Apocalypse servent la terreur. Il s'empare d'éléments de la culture populaire. Il faut savoir que la Bible occupe une part très importante dans la vie de Poe, et qu'en 1857, lorsqu'il écrit Ombre, il se passe pas mal d'événements marquants aux États-Unis qui peuvent peut-être ressembler à des signes. Grand tremblement de terre, guerre de l'Utah, durant laquelle des Mormons déciment des centaines d'émigrants. Un des bateaux à vapeur le plus connu sombre dans un ouragan en emportant 477 passagers. Une panique financière lorsque les banques new-yorkaises ferment durant la fin d'année. Bref, ce sont autant d'événements que Poe, qui est pétri de l'iconographie chrétienne, peut concevoir comme étant des signes du ciel. Et lui, contrairement à Dante, il utilise tous ces outils-là afin de décrire la terreur. Ok. Wow, méga intéressant. Moi, je suis content que tu aies parlé de ce texte parce que moi, pour le coup, la Divine Comédie, Dante Alighieri, tout ça, je n'ai jamais lu. Et là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que lui aussi, il est dans l'ultra visuel. Le poème s'y prête, le poème de Dante, est une grande description. Comme tu disais, les personnages ne sont pas au centre, mais c'est le contexte et l'idée qui en découle, le cœur de cette œuvre. Et c'est vrai que l'enfer de Dante, les cercles, tout ça, c'est tellement rentré dans l'imaginaire collectif maintenant, on les présente même plus par le biais de ce chant, de ce poème, pardon. Il a su être extrêmement visuel et très très détaillé dans ce qu'il voulait transmettre. Ouais, il y a quelque chose de très, très axé sur les sens et de très charnel aussi. Ouais. C'est incroyable.
Bah, en fait, ouais, moi, ça me donne envie de le bouquiner, de le lire, parce que moi, j'ai toujours eu un peu peur de ce bouquin. Il est très intimidant, je trouve que vraiment. Je pense qu'en fait, il est quand même accessible au final. Oui. Voilà, je pense que ça reste plus accessible qu'on ne le croit. Très intéressant de voir que bah, là, le poème sert la description. Vraiment, le poème, le verbe sert vraiment la description d'un contexte, d'un concept. Et à travers ça, il transmet une idée, une idéologie, une morale. Voilà. Et du coup, tu me dis, on était dans quel cercle là? Le 8e. Dans le 8e. Ouais. Et donc, physiquement, tu te rapproches de Satan. d'accord, vers le froid de Satan, c'est ça. Ça. En fait, plus tu es haut dans les cercles, moins ton péché est grave. Ouais, c'est ça. Par contre, plus tu rentres, donc plus tu te rapproches de Satan, et donc plus tu t'éloignes de Dieu, plus ton péché a été important. D'accord. Il faut savoir que Dante, c'est un très grand moralisateur, mais son texte a été beaucoup lu. Et il a été lu aussi par des figures papales. Il faut savoir que dans l'enfer, et ça se voit surtout au chant 19, il y a beaucoup de papes qui sont en enfer. Parce parce qu'ils critiquent l'utilisation des chantages, tu sais, du commerce des sacrements, de tout ça. D'accord. Et donc il les met en garde, il dit tel pape et tel pape sont en enfer pour telle et telle raison. Ah ouais, ok. Et donc il y a tout le monde... C'est cool ça, d'accord, ok. Et c'est un vrai... c'est un vrai gros step qui dit personne n'est épargné par l'enfer. C'est pas parce que vous portez un habit de sacerdoce que vous n'irez pas en enfer, bien au contraire. Parce que vous avez mal agi et parce que vous avez mal utilisé les richesses matérielles. Ok. Et il y en a plein. Vraiment, j'étais là genre, waouh, ok, j'avais oublié ce petit passage. Ok. Mais ouais, et c'est vrai que ce texte, il avait été quand même lu, enfin, il a été culte dès le départ. Parce que c'est vrai qu'il avait été écrit en italien, ça joue aussi dans le développement de cette œuvre. C'est ça. C'est presque en vernaculaire, entre guillemets, enfin en langue... Oui, en fait, c'est un des premiers, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un des précurseurs de la langue en italien, parce que lui, il utilise la langue, l'italien. Ouais, l'italien. Alors que jusqu'à présent, c'était pas vraiment, c'était du latin, etc., etc. Donc là, malgré ça, c'est presque un texte pour le peuple. C'est un texte pour tout le monde. C'est vraiment un texte pour le peuple, c'est comme ça qu'il le pense, d'autant que là, j'ai pas choisi le chant où il y a vraiment un humour, mais incroyable, où il y en a un, il y a un des suppliciés qui a un crochet. Okay. Il a un crochet, voilà, par l'orifice, voilà, quelque part. Il y a vraiment tout un truc où il se fout ouvertement de lui. Okay. Et en fait, il le fait avec un tel humour, etc., que c'était fait pour le peuple. Pareil, quand Shakespeare faisait ses pièces, ne croyez pas que c'est une histoire d'amour, Roméo et Juliette. Hein, il se fout de la gueule de Roméo. Roméo est un con dans l'histoire, et c'est vraiment une pièce dans laquelle il n'y a qu'un humour salace. Vraiment, il n'y a que des blagues de cul dans Shakespeare, mais c'est fait parce que c'était joué dans ce qu'on appelle des arènes, surtout des arènes de coqs, etc. Et c'était pour le peuple. Et du coup, pour faire plaisir au peuple, il y avait aussi toutes ces blagues, etc. Ouais. C'était vraiment pour le peuple, les gens détestaient... les gens un peu plus nobles détestaient ce que faisait Shakespeare. Ok, ouais. Donc voilà, je pense que ce truc de hérité de Dante, du coup, de mettre des sucreries comme ça pour le lecteur. Autant il y en a quelques-unes chez Dante, autant chez Shakespeare, t'en as... vraiment toutes les pages. Okay. C'est super gaulerie quand t'es là, genre, c'est une histoire d'amour. Le 5e membre, c'est-à-dire, ok, Mercutio, ok. Refaisons un grand saut dans le temps. Nous allons aborder la dernière nouvelle de cet épisode. J'ai cité Dagon de Howard Philip Lovecraft, écrite en 1917. Faire un podcast sur l'horreur sans citer Lovecraft, c'est impossible. David a choisi pour cette dernière partie la nouvelle Dagon, du maître incontesté de la weird fiction. Petit point biographique, Lovecraft ne rencontre pas de son vivant la célébrité. Son lectorat est assez restreint, et c'est après sa mort que ses écrits sont reconnus comme des chefs-d'œuvre.
Il meurt prématurément à 46 ans, en laissant derrière lui son maintenant célèbre Panthéon noir qui défie les conceptions anthropocentriques, puisqu'en effet, toute son œuvre se base sur l'horreur cosmique, c'est-à-dire que dans l'entièreté de son travail littéraire, l'être humain est insignifiant au regard du monde cosmique. Bien que ce soit un nom incontournable de la littérature fantastique, je tiens à préciser que son œuvre est irriguée par le racisme. Et je tiens à le préciser parce qu'on ne sépare pas l'homme de l'artiste, d'autant que tous ses protagonistes, qui sont pétris de ce racisme obsessionnel, ne sont autres que des avatars de l'auteur. Effectivement, c'est une figure centrale, néanmoins, il faut aussi l'appréhender avec les logiques sociologiques qui sont les nôtres, et bien préciser son caractère humainement défaillant. Ceci étant dit, c'est un bref récit qui a été publié en 1919. Lovecraft, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Moi, ce que je trouve remarquable chez Lovecraft, quand même, et ça c'est indéniable, c'est qu'il fait partie de cette très étroite tranche d'artistes qui sont à la fois des créateurs, mais aussi des fossoyeurs de leur propre style. Pour moi, Lovecraft, c'est le mec qui a inventé le Cosmic Horror, et il l'a enterré avec lui, parce que maintenant, le Cosmic Horror convoque toujours Lovecraft. Tu peux pas faire un truc où tu vas parler d'horreur cosmique, des dieux, des cosmogonies de fous, machin comme ça, de l'horreur indicible, sans qu'on pense à Lovecraft. Donc ça, c'est quand même remarquable. Mais comme tu dis, effectivement, personnage très 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 délicat à aborder, parce que effectivement, bien raciste. Et justement, on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste dans son cas, partant du principe que cette notion-là, le racisme, est quand même ce qui a amené à créer cet univers. C'est quand même assez étrange, et je trouve que c'est un vrai cas intéressant à étudier. C'est un vrai cas à étudier, quoi. Il a au moins ce mérite-là. Donc Dagon, c'est une de ses premières nouvelles, et je la trouve folle parce qu'elle est très courte. Comparé à ce qu'il a fait après, c'est très court, et c'est presque la template Lovecraft. Il y a tout de Lovecraft dans cette nouvelle. Il aurait pu d'ailleurs écrire que ça, parce qu'en fait, toutes ces autres nouvelles vont être quasiment sur le même schéma narratif, et dans le fond, certes, là, on est avant la création de sa cosmogonie de fou avec Cthulhu, voilà, c'est tous ces noms-là, Yog-Sothoth, vraiment, c'est ces dieux aliens, les grands anciens, donc on était avant ça, mais là, il y a déjà de ça, comme on va voir. Et la nouvelle commence par, je cite, « C'est dans un état bien particulier que j'écris ces mots, puisque cette nuit, je ne serai plus. » Donc là, il y a un vrai talent de l'accroche, de l'incipit, et là, on est obligé de faire le pont avec Garpo. La nouvelle commence exactement comme la nouvelle Ombre qu'on a citée au tout début de cet épisode. Pour moi, Lovecraft, c'est vraiment la suite de Poe en termes de style et en termes d'obsession. Sauf que Lovecraft, il y aura ce côté un peu plus SF. Donc on comprend dès les premières lignes qu'on a affaire à un narrateur désespéré, pauvre, drogué, et qui compte se suicider à la fin de la rédaction de ce qu'on est en train de lire. Et il va ensuite tenter d'expliquer ce qui lui est arrivé, et ce pourquoi il est dans un tel état de détresse mentale et physique. Il était alors sur un navire dans le Pacifique lorsque l'équipage fut pris par un bateau ennemi. La guerre n'était alors pas encore à son tournant le plus cruel, les membres sont donc traités convenablement et le narrateur, homodiégétique encore une fois, arrive à s'enfuir à bord d'un petit bateau dans lequel il a réussi à prendre des provisions. Au milieu de l'océan et sans grande compétence de navigation, il se laisse porter par les flots jusqu'à ce qu'il se réveille de ses rêves tourmentés. Il se retrouve échoué dans une mare visqueuse de boue noire qui s'étend à perte de vue, sans qu'il ne comprenne comment le changement s'est opéré. Son bateau est enclavé dans la matière sombre à quelques mètres de lui. Tout y est putride, les poissons flottent, morts et pourrissants, les carcasses en décomposition laissent la place à d'autres choses informes qui pourrissent pareillement. Le paysage est stérile, son immobilité est rompue par le roulis mécanique de la boue, mais tout est englué dans un silence effrayant. Rien ne bouge, le silence est tout aussi figé que l'étrange mer dont il partage la lugubre couleur. Il n'y a aucun nuage, que le soleil fixe. Il avance que peut-être un soulèvement volcanique a remué les fonds marins, qui remontent ainsi à la surface. C'est la seule hypothèse plausible qu'il trouve au phénomène nauséabonde. Il se protège du soleil grâce au bateau couché sur le flanc qui offre un maigre répit d'ombre. Je trouve que c'est une vision de ouf. Ça, je trouve que c'est trop ouf. Il se réveille dans cette mer noire, sous le soleil, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus qu'une grande surface de matière, on ne sait pas ce que c'est. Je cite « Jamais je ne pourrais décrire telle que je la vis cette hideur innommable qui baignait dans le silence absolu d'une immensité nue. Il n'y avait rien à écouter, rien à voir, sauf un vaste territoire de vase. » Ce genre de formulation, je trouve que c'est très Poe aussi, hein, c'est très Edgar Poe.
Et je voulais juste faire un focus sur cette phrase parce qu'il dit jamais je ne pourrais décrire. Et ça, c'est la notion d'indicible. C'est un concept d'horreur clé chez Lovecraft. Ce truc un peu, la notion d'horreur qui dépasse la compréhension humaine. Ce truc où le narrateur, finalement, a accès à une vision qui est tellement ouf qu'il peut pas clairement la décrire. On verra ça encore plus tard dans la nouvelle, il se passe des trucs encore plus ouf. Mais cette notion d'indicible, je la trouve folle. Et je trouve que c'est à la fois un tour de force narratif et aussi parfois une facilité. Tu sais, ce truc de... Parfois, dans Lovecraft, il y aura ces trucs en mode « je ne peux pas vous décrire ce que j'ai vu, sinon vous deviendrez fou comme moi ». Et du coup, il écrit rien. Tu vois, et ça, je trouve que c'est très fort parce que du coup, ton imagination va vraiment créer des trucs de dingue. Et aussi, tu te dis, en fait, ce ressort narratif, il est quand même facile quand il pense. Tu vois, en mode, c'est juste trop fou pour que je puisse le décrire. Ça, c'est le cosmic horror. Voilà. Donc le narrateur, il est fasciné, mais il est à la fois terrifié. Il retrouve son bateau, comme tu dis, il y passe l'après-midi. Il n'y a aucun oiseau, aucun bruit de houle. Le paysage est donc complètement mort. Il passe la nuit dans le bateau. Le lendemain, il va préparer des vivres pour un potentiel voyage, mais il va continuer à dormir dans le bateau. Le 3e jour, il décide de partir à l'aventure. Et il marche la journée durant destination d'un monticule à l'horizon, à l'ouest. Il dit, tiens, je vais marcher jusqu'à là. Il campe la nuit. 4e soir, il arrive au pied de l'immense colline qu'il voyait au loin. Il finit par refaire un campement, il va dormir, il va faire des cauchemars toute la nuit. Et à son réveil, il se dit, allez, je vais monter en haut de cette colline. Et en haut de la colline, alors qu'il pensait peut-être avoir des réponses, revoir quelque chose, une ville, une forme de contact humain, encore pire, s'étendent des paysages tout aussi désertiques, apocalyptiques. Je cite, « Je me sentis au sommet du monde, penché sur le chaos insondable d'une éternelle nuit. » Je trouve que, franchement, le style, il est souvent ampoulé, mais il est parfois beau quand même. Enfin, genre là, c'est quand même très beau. En fait, Lovecraft, je trouve que c'est souvent dans ce style-là, c'est très, voilà, il met beaucoup d'adjectifs, il met beaucoup de superlatifs et tout, donc à petite dose, c'est magnifique. Après, par contre, quand tu t'enchaînes tout, j'avoue que j'avais tout lu d'un coup, au bout d'un moment, t'en peux plus, t'es en mode, oui, tu vois, genre, mais en vrai, là, c'est quand même trop beau, quoi. Genre, le chaos insondable d'une éternelle nuit et tout, c'est juste trop beau. Et soudain, son œil est attiré par quelque chose au loin, un immense bloc de pierre blanc. Cet objet singulier ne semble pas être le fruit de la nature, mais plutôt celui de la main d'une entité pensante. Le liquide est partout. Il coule sur ses pieds alors qu'il se trouve sur la pente. Le liquide se retrouve aussi autour de ce monolithe. Même les inscriptions ont des formes aquatiques, quoi que cela signifie. Sur l'objet, il y a des représentations de créatures qui s'ébattent sur l'eau. Alors qu'il se persuade que ce ne sont que des représentations de cultes primitifs, il aperçoit un mouvement aqueux et une chose qui apparaît à la surface des eaux sombres. Au sujet des idéogrammes, je reviens dessus, de ce qu'il voit sur le monolithe. Là, on a encore une clé de Lovecraft, c'est que la mer est un terreau fertile à la notion d'horreur chez Lovecraft. L'horreur cosmique, d'ailleurs, la mer et les fonds marins, alors surtout au début du XXe siècle, on savait vraiment pas ce qu'il y avait là-dessous, et encore aujourd'hui, on ne sait pas, tellement c'est profond, mais c'est un cosmos à part entière aussi, c'est un infini cosmique. Et donc on verra toujours que chez Lovecraft, l'horreur, elle a une imagerie qui rappelle la mer. La chose immense se jette sur le monolithe, jetant autour d'elle son corps répugnant couvert d'écailles. Cette vision d'horreur le plonge dans la folie. Alors, délirant, il se précipite vers la falaise qu'il gravit et vers le bateau échoué, mais l'angoisse sourde lui laisse peu de souvenirs du voyage retour. Il rit convulsivement, il chante aussi, un peu comme nos 7 personnages de tout à l'heure. Il est incapable de saisir le cours des événements. Il conserve pourtant le souvenir vague d'une tempête, ou du moins des bruits déchirants de la mer qui se révolte. Et lorsqu'il se réveille, il se trouve dans un hôpital de San Francisco, amené par un capitaine qui l'a recueilli dans l'océan. La vision qu'il a eue, elle est complètement ouf. Donc là, il y a cette immense chose qui est sortie de la mer et qui a attrapé le monolithe et qui s'est vraiment appuyé. Il y a ce truc, je cite, « Je pense que c'est à cet instant précis que je suis devenu fou ». Et il y a toujours une forme de lucidité dans la folie chez Lovecraft. C'est un peu paradoxal finalement. Souvent, les narrateurs vont finir par dire « Là, je suis devenu fou ». On est complètement conscient, donc il n'est pas totalement fou, mais en tout cas, la vision est vraiment folle. Donc là, l'imagerie, et c'est pour ça qu'il y a autant de dessinateurs, de peintres et tout qui se sont mis à illustrer du Lovecraft. Après, c'est que ce genre d'image, c'est complètement dingue. Les grandes plaines noires, le monolithe blanc, et cette créature immense qui sort et qui attrape le monolithe. Bon, enfin, il y a de quoi être fou, il y a de quoi devenir fou, quoi. Et donc, comme tu dis, après cette vision
dingue, le narrateur se réveille dans un hôpital de San Francisco. Il a été recueilli en mer par un bateau américain. Il se souvient vaguement d'en avoir parlé autour de lui, mais évidemment, personne n'a cru à son histoire. Il explique plus tard qu'il a fait des recherches auprès d'un célèbre ethnologue au sujet de Dagon, donc le dieu poisson, mais il n'aurait fait face qu'à l'amusement ou alors à des infos qui lui paraîtraient un petit peu désuètes comparées à ce qu'il avait vu. Là, il y a ce truc encore intéressant et très Lovecraftien qui est la science des hommes ne peut concevoir l'inconcevable. Tu vois, et lui, il a été témoin de cette, de cette inconcevabilité. Ça se dit ? J'ai un doute sur le mot, là. Moi, je pense que oui. Ouais, on va dire que ça se dit. Oh, ça se dit. Et depuis, il y repense toutes les nuits. Le personnage est devenu accro à la morphine. Il a des cauchemars prémonitoires où des êtres marins et leurs divinités sortiront des abysses et viendront envahir la Terre. Et on arrive là, à la fin du manuscrit, et le narrateur semble entendre des bruits à sa porte. Et je cite, « Comme si un gigantesque corps rampant s'était glissé jusque chez moi. Il ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main, la fenêtre. La fenêtre. » La nouvelle se termine là, on comprend qu'il se jette par la fenêtre. Et il y a cette nouvelle se clôt sur un doute vraiment fantastique, classique, quoi. Y a-t-il quelque chose de surnaturel à son chevet, ou est-ce juste le fruit de son imagination complètement fatiguée, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, il se pose la question et il dit « Est-ce un fantasme de ma part ? Est-ce le cauchemar réveillé d'un homme prisonnier d'un bateau ivre perdu dans l'immensité du large ?» Et à chaque fois qu'il se pose ces questions, en contrepartie, il revoit l'immense chose comme si elle était réelle et non pas simplement le fruit d'un délire, en fait. Et du coup, c'est comme s'il avait une réponse à ces questions, l'est-ce vraiment ou pas ? Et du coup, on est dans ce doute. Ouais, c'est trop fort. Donc toute la nouvelle est quand même, peut être vue comme une vraie nouvelle fantastique, en mode, bah oui, il y a une explication quand même un peu rationnelle de se dire que ce mec, il était à la dérive, il a pris un coup de chaud, il est devenu fou. Et il y a cette autre, l'explication plus Lovecraftienne, qui est que ce mec, qui n'était personne, c'est un nobody, malgré lui, il a eu une vision, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, et qui dépasse la compréhension humaine. Moi je trouve que cette nouvelle, elle est vraiment fondatrice dans l'œuvre de Lovecraft, parce qu'elle contient tout, donc les 3 trucs clés de Lovecraft, la notion de folie et de témoignage, donc ça rejoint un peu Poe, du coup, genre en mode ma tablette, ce que vous lisez est la dernière chose de moi, voilà. La notion d'indicible, donc l'horreur qui dépasse la compréhension humaine, et enfin l'horreur mythologique, cosmogonique. Tu vois, là, on comprend que l'homme est confronté à des puissances qu'il dépasse, et des puissances divines, peut-être. Tu vois, cette notion de monolithe, d'idéogramme, tu vois, il y a quelque chose de très mythologique, et on verra ça dans la suite de sa carrière, mais toute la peur est fondée sur ça, sur cette notion vraiment divine, païenne du truc. Enfin, c'est assez fou. C'est un peu le proto Cthulhu, et je le prononce bien, on dit Cthulhu. Je pense que c'est ça. Il y a une autre thématique qui marche bien et qui rejoint, je trouve, la méta de l'indicible, c'est la brèche. On ne sait pas dans quelle temporalité on est dans ce récit, et c'est souvent le cas chez Lovecraft aussi. Est-ce que c'est le passé ? Est-ce que c'est le futur ? Est-ce que c'est un passé très très lointain de la Terre ? Est-ce que c'est un futur très très lointain ? Tu vois, cette notion de brèche, elle est souvent présente. Et malheureusement, le narrateur, dans chaque histoire, se retrouve vraiment là où il fallait pas. Et il a accès à un truc qui vraiment le dégomme, quoi. Le coup de la brèche dans la réalité, on l'a retrouvé après dans tout le XXe siècle. Kadik, c'est que ça. Tu vois, ce truc de dans quel univers sommes-nous ? Est-ce que ce qui m'entoure est réel ou non ? Et enfin, la dernière thématique, qui rejoint, elle, l'aspect mythologique, c'est la menace d'un réveil apocalyptique. Ça, c'est dans tout Lovecraft, la menace d'un truc, donc l'appel de Cthulhu, c'est ça, l'affaire Charles Dexter Ward, c'est la menace de Yog-Sothoth, qui est une grande divinité aussi, et voilà, et Dagon, c'est un peu le proto-Lovecraft, c'est pour ça que au départ je disais que c'était la template de Lovecraft, c'est qu'avant même qu'il ait créé sa grosse cosmogonie commune, là, avec tous ces grands anciens, tous ces aliens, là, Dagon, c'était la première pièce, quoi. Trop chouette comme nouvelle, je l'ai découverte en la lisant. Lisez Lovecraft, ça vaut le coup, et d'ailleurs, sachez qu'à l'heure où on parle, il vient d'être édité à la Pléiade, donc c'est désormais possible de lire des histoires d'aliens du cosmos sur papier Bible. Après, j'ai vu que l'édition Pléiade faisait un peu du bruit chez les fans de Lovecraft, parce que malheureusement, il n'y a pas tous les textes dedans, ils ont mis quelques textes. Mais les analyses ont l'air top, je l'ai quand même feuilleté un peu, là les notices elles sont quand même super intéressantes, donc j'ai quand même envie de les lire. En vrai ça me fait chier d'acheter une Pléiade à 70 balles alors que j'ai tout Lovecraft, mais ça m'intéresse. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, ça m'intéresse un peu.
C'est ça. Alors après, il y a aussi un autre truc qui m'étonne dans ce bouquin, je fais juste cette parenthèse, c'est qu'elles ont été retraduites, ces nouvelles, pour la Pléiade, et il y a des traductions qui m'ont l'air pas... bon, j'ai pas lu, donc je peux pas avoir un avis, mais honnêtement, une nouvelle connue s'appelle Mountains of Madness. Au départ, ça a été traduit par Montagne de la Folie. Jusque-là, ok. Ensuite, ça a été retraduit en français par Les Montagnes Hallucinées. C'est moins juste, mais c'est très beau. Et là, ça s'appelle maintenant Les Montagnes du Délire. Je trouve ça nul. Oh non, on dirait le nom d'une attraction à la J'allais dire la même. J'allais dire, c'est OK Coral pour moi, Les Montagnes du Délire. Donc, là, c'est parti dans les Montagnes du Délire. Je me dis, c'est trop gaze, quoi. Je fais en mode, c'est dommage, quoi, parce que Mountains of Madness, c'est un sacré truc dans Lovecraft. Voilà. Donc, on espère que dans cet épisode, on vous aura donné envie de lire les 4 auteurs dont on a parlé, parce que c'est des auteurs qui sont importants pour nous. Si vous n'avez pas aimé, on déchaîne sur vous des forces cosmiques. Malheureusement, c'est ce qui peut se passer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme dit dans l'introduction, on se retrouve pour un prochain racontage plus classique cette fois, pour le prochain. On va pas spoiler le livre, mais ce sera très cool. Merci encore pour les écoutes. Suivez-nous, partagez, likez si ça vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain racontage. Et bonne nuit pour ceux qui se sont endormis. Attention au cauchemar. Allez, des bisous. Des bisous. Putain, mais je vais y arriver, hein. Wow, Clara, se concentre. C'est 8e siècle. Voilà, allez, je rage quitte. 5e heure d'enregistrement.